vie, c'est important de persévérer dans la vie. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à cette émission et merci de votre fidélité à Savane Média et à Savane TV. Tout simplement, merci de votre amour. Alors, cette semaine, nous nous intéressons au Kokodonda, donc à travers la rubrique à la découverte 2, tout à l'heure pour la suite des témoignages de la semaine. Et puis pour la revue de presse, Alphonse Ouedraogo sera là pour notamment nous partager l'actualité nationale et internationale. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons les organisateurs donc d'un meeting de soutien à la transition pour demander la prolongation, on va le dire, de la transition. On recevra notamment ceux-là qui sont membres de la veille citoyenne, encore appelés communément les Waïens. Ils seront là pour partager donc leurs informations avec nous et on va profiter parler bien sûr de l'actualité en lien avec la transition. Alors, mesdames, messieurs, ne zappez surtout pas. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h00 et c'est sur Savane TV. Alors, on part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte 2. On part à la découverte du Kokodonda. Donc, on s'installe à Bobo-Dioulasso dans le quartier Koko. Notez bien que Koko, c'est le quartier où travaillent plusieurs teinturières qui s'occupent donc de la confection et de la commercialisation du Kokodonda. C'est un quartier de Bobo-Dioulasso et d'ailleurs c'est donc le nom de ce quartier qui a été donné au pain Kokodonda quand le styliste Bazemse a décidé de travailler ce tissu traditionnel d'origine bobolaise. Un tissu auparavant négligé, porté par des ménages modestes ou pauvres si vous voulez, qui servait d'ailleurs de couverture pour certains Bobolais quand ils étaient enfants. Aujourd'hui, c'est un tissu prisé par les Burkinabés. Vous l'avez pu le voir à travers donc la Semaine nationale de la culture. Les autorités du Burkina Faso, que ce soit lors de la cérémonie d'ouverture et de clôture, étaient en Kokodonda pour dire encore à quel point ce pain est valorisé. Aujourd'hui, c'est un pain labellisé Made in Burkina. Il faut vous le rappeler tout simplement. Donc, nous partons à la découverte du Kokodonda. C'est un tissu traditionnel bourvolais maintenant labellisé. Alors, on poursuit avec les témoignages et je vous l'ai dit à travers donc l'histoire de ce Kokodonda là. Il y a une famille à Ouagadougou qui a décidé donc de faire de ce pain là vraiment son cheval de bataille si vous voulez parce que cette famille s'occupe de la confection, de la production et de la commercialisation du Kokodonda. C'est d'ailleurs cette famille qui a ramené un peu le Kokodonda à Ouagadougou, de Bobo à Ouagadougou. Et M. Sissé l'a dit, son épouse commercialisait ce pain-là, Kokodonda. Et avec l'évolution et le fait que le styliste Bazemse puis d'autres créateurs ont décidé de valoriser ce pain-là, ils sont aller à la création et à la recherche d'autres motifs. Aujourd'hui, ce sont des boutiques de Kokodonda que cette famille possède et puis bien sûr donc des ateliers de confection. On va aller à la découverte encore du Kokodonda à travers les témoignages d'aujourd'hui. C'est Madame Sissé, née Fofana Menata. Elle a teinté Kokodonda. J'ai commencé à faire des pains. En ce temps même, je n'étais pas encore mariée. J'étais avec ma grande sœur à Bobo. C'est là-bas que ma grande sœur faisait. Moi aussi, je faisais avec ma grande sœur un peu, jusqu'à ce que je suis mariée. Ah, c'était pas facile en tout cas. Je faisais ça, et puis je porte, je tourne au marché, Gounguin, Padoua, tous les petits marchés là. Je tournais là-bas pour vendre un peu. Ça ne sort pas comme ça, mais je n'ai pas laissé. J'ai continué à faire un peu. Les gens payent, mais ce n'était pas comme ça. C'était les vieilles seulement. Les jeunes là, c'était les vieilles qui payaient ça un peu seulement. D'autres payent que c'est couverture, d'autres payent que je vais aller donner au village. Voilà. C'était comme ça. Comment vous avez rencontré Bazemse? Bazemse est venu au grand marché, parce que je suis au grand marché de Ouagadougou. Il est venu là-bas un jour. Moi-même, je n'étais pas là. C'était ma fille qui était là. Elle a pris 2 pains avec ma fille. Et puis elle a laissé son carte. Que si sa maman vient, je n'ai qu'à l'appeler. Quand je suis venue aussi, ma fille m'a donné. Et puis je l'ai appelé. Il est venu. Que bon, que comme ça ne marche plus là. Lui veut faire que les gens là puissent rentrer dans ça. Et puis ça va marcher un peu. Comme il n'y a pas de travail, les gens là sont là.
Il dit, ok, il dit, comment tu vas faire? Que lui, il est couturier. Il a allé coudre une chemise, venir me montrer. Et puis elle a pris encore, amené. Bon, un jour, il est venu, on n'a qu'à donner un nom. Elle est venue avec un journaliste. Mais à ce moment, vous l'appelez comment, le père? On l'appelait Tcheti Bara, Soromangele, Galafani, Engli. Bon, il y avait le nom beaucoup. Le nom était beaucoup. Et puis il a dit qu'on n'a qu'à changer le nom. Que c'est le nom là. Tcheti Bara, Soromangele. Si on met le nom là, toujours, que ce sera la même chose, ça ne va pas prendre. Bon, le jour qu'on veut donner le nom, là, elle a amené un journaliste. Mais on a pris du temps pour avoir Koko Donda. Donc, on a cherché le nom. C'est moi-même qui dis que comme Bobo là, on vend ça beaucoup. Et puis c'est la rentrée de Koko Donda. Nos parents là sont assis là-bas. Donc on va donner le nom Koko Donda. Le nom est venu comme ça. Donc, en nous, ils se sont dit que bon, on va prendre le nom là, Koko Donda. Le nom est venu comme ça. Ensuite, comme les Bazem s'est fait défiler du monde, faire publicité, les gens là ont commencé à venir un peu. Ils viennent avec leurs portables, que je veux cette paille là. Qu'ils ont vu ça, que c'est un monsieur qui vend ça, ils ont fait que c'est Bazem. J'ai dit que c'est moi qui ai fait. C'est commencé comme ça un peu. Et puis les gens là sont rentrés. Voilà. Puis c'est parti un peu. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent. J'ai des clients même pour Mali, Abidjan. Bon, les gens, en tout cas, même ici, il y a d'autres couturiers même qui sont rentrés dedans. C'est pas Bazembo seulement qui fait ça. C'est devenu, c'est ça même qui dit que lui veut. Comme ça, aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Nous-mêmes, on n'en parle plus. Il y a beaucoup de gens même qui ont pris le marché, même maintenant, nous laisser. Il y a beaucoup de gens qui vendent ça maintenant, partout. Sinon, à Bobo là, c'était tombé. Et même, ils avaient laissé. Depuis que Bazem s'est commencé ça, donc, c'est devenu, en tout cas aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Dana, est-ce que vous avez appris que le paille Koko Donda a été labellisé? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette labellisation? En tout cas, moi-même j'étais là-bas. C'était une très bonne chose. Ce qu'ils ont fait, c'est ça qu'on voulait. Parce que quand Bazem s'est commencé ça, il y a des gens qui ont s'est levé, qui prennent aller fabriquer ça en Chine, à Méné. Donc, à cause de ça, pour nous, là, le marché était baissé. Si tu fais sortir un modèle aujourd'hui, 2 semaines, 1 mois, tu vas voir que Chine a amené. Donc, les gens voulaient comparer Chine avec pour nous là, comme c'est la même chose. Et pourtant, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, depuis qu'ils ont fait ça, en tout cas, nous, on est contents. On sait maintenant que les gens qui prennent pour aller faire au Chine, là, et aussi, ils vont diminuer. En tout cas, aujourd'hui, on a un problème des tissus. Plus de tissus, là, c'est devenu compliqué, c'est cher. Teinture, là aussi, ça aussi, c'est devenu cher. Tout est augmenté. Tout est augmenté. Donc, obligé, nous aussi, on a augmenté un peu le prix. Sinon, on ne s'en sort pas. Sébastien Bazembo, toujours, on va la saluer. Grâce à lui, que Koko Donda est devenu comme ça. Il y a beaucoup de gens même qui ne savaient pas que c'est Bazembo qui a fait, ou bien c'est Madame Cissé. Non. Les gens croient que c'est les gens du Bobo. Les gens du Bobo, eux-mêmes, ils ne savent pas. Le nom là, ça vient d'où? Et ils croient que c'est ce jeu seulement
Pourtant, c'est pas commencé là-bas, c'est commencé ici. C'est moi avec Bazemse. On a fait ça. Et puis c'est devenu aujourd'hui. En tout cas, grâce à lui, beaucoup de gens mangent sur ça aujourd'hui. Beaucoup de gens mangent sur ça aujourd'hui. Qui nourrit leur famille, tout. On voit tout. Merci bien à la famille Cissé, donc spécialisée dans la confection et la commercialisation du cocodonda, donc Médecine Burkina Faso, un pain labellisé maintenant, mais la famille Cissé donc qu'on retrouve à Ouagadougou. Merci bien. Pour la suite de cette aventure, nous allons feuilleter les journaux ensemble. Alphonse est bien installé. On y va pour la revue de presse. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Alors, on y va avec le pays. Tout à fait. Le pays nous parle ce matin à la page 4, Émancipation de l'Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré prêche l'éveil des consciences. Coopération. L'ambassadeur de Suisse fait ses adieux au chef de l'État. C'est un autre titre du journal. Tenue annoncée d'assises nationales au Burkina. Les préalables du Front patriotique, c'est-à-dire à la page 2 du journal. Appel au respect des droits humains. Quand le Premier ministre vole dans les plumes des Occidentaux, écrit le journal Le Pays. Ministère des Infrastructures, le taux d'exécution des activités jugées satisfaisant en 2023, c'est-à-dire donc à la page 8 du journal. Dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit Axe Ipendo Sabou, 2 morts et 18 blessés enregistrés dans un accident de la circulation. Dr Sandrine Damoué Segda est un pneumologue au CHU de Bogodogo et déclare la tuberculose est un problème de santé publique prioritaire au Burkina Faso. Un autre quotidien, c'est le journal de tous les Burkinabés, Sidoaya. Ce quotidien d'État affiche à sa une Émancipation de l'Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré prêche l'éveil des consciences. Toujours dans Sidoaya, on peut lire dans sa rubrique Mercure Kenya, le défi des inondations. Marché à bétail de Fadan Gourma, une matinée dans le poumon économique résilient. C'est donc un témoignage à lire dans Sidoaya de ce matin. Toujours dans ce Sidoaya, nouvelle du front, des terroristes se mêlent à des animaux pour échapper à des frappes au Yatenga, nous informe le journal. Toujours dans Sidoaya, on peut lire plus de 20 tonnes de céréales offertes au PDI. C'est donc à lire dans Sidoaya. Le journal Aujourd'hui au Faso affiche ce matin Bénin-Niger, guerre géopolitique par l'or noir. Journée des coutumes et traditions au Burkina Faso, le décret signé par le chef de l'État. C'est un autre titre du journal. Promulgation de la nouvelle loi, de la nouvelle constitution au Togo. La 5e République va agir. Fort arrive. Qui pour jouer au roi ou reine, s'interroge le journal Aujourd'hui au Faso. Organisation des assises nationales, les propositions du Front patriotique, c'est-à-dire à la page 6 du journal. Aujourd'hui, dans ce quotidien, on peut lire Émancipation de l'Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré prêche l'éveil des consciences. Rapport Human Rights Watch, le Burkina dénonce une immixtion inacceptable de l'Union européenne dans ses affaires. Décès de Bernard Pivot, la télévision française perd une des figures emblématiques, nous apprend le journal. Terminons avec le journal L'Observateur Palga. L'Observateur Palga nous parle donc d'une interview de Sidouaouga Abdel Kabir Kargougou, un économiste planificateur. Il déclare: payer les factures des fournisseurs de l'État, il va de notre survie, c'est à lire à la page 2 du journal. Langue française, Pivot est mort, vive ses dictées, c'est à lire à la page 14 du journal. Intoxication alimentaire, 10 aliments à éviter quand il fait chaud, c'est à lire dans la rubrique Canaux de santé du journal. Semaine nationale de la culture, SIA, les bras m'entombent toujours, c'est à lire dans la rubrique Les humeurs de Barry à la page 5. Réouverture de Savane Média au grand bonheur des auditeurs et des téléspectateurs, c'est à lire à la page 10 du journal. Diomaye à Abidjan, Nangadef Papa Alassane, c'est à lire dans la rubrique
regard sur l'actualité. Merci bien Alphonse pour ces différents titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. On s'intéresse à ce rapport de Human Rights Watch du moins, donc le Burkina qui dénonce en fait des parties de ce rapport. Oui, parce que ce rapport fait polémique depuis donc sa publication. Un rapport qui fait cas des massacres de civils dans certaines parties du Burkina. Et cette responsabilité a été jetée sur notre armée, nos forces de défense et de sécurité avec le VDP. Depuis donc la publication de ce rapport, on a entendu beaucoup de voix, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne et bien d'autres structures ont dénoncé si effectivement ce qui a été publié dans ce rapport est réel. Il est quand même bon que ce rapport-là soit vraiment... il est quand même bon qu'on débatte là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est un rapport jugé donc biaisé, parce que ceux qui ont produit ce rapport, il faut le dire, non seulement ils n'ont pas été sur le terrain, c'est un rapport produit à travers donc des appels téléphoniques, des témoignages des gens, certainement qui sont donc dans ces localités citées, où on annonce qu'il y a eu des massacres de civils et où on incrimine notre armée. Donc c'est un rapport produit à travers donc des témoignages des personnes qui sont sur place, des personnes avec qui on a communiqué et on a pu compiler. Et c'est ce qui constitue donc l'ossature de ce rapport. Dès lors que ça a été fait comme c'est le cas, je pense, mais effectivement ce rapport ne résiste pas à la critique. La preuve que le gouvernement burkinabé ne fait pas confiance à ce rapport parce que l'État burkinabé n'a pas été associé à la production de ce rapport, encore moins n'a pas créé les conditions pour sa production. Vous savez que vous ne pouvez pas, depuis l'extérieur, mais arriver à parler d'une situation qui s'est passée dans un pays sans quand même l'accompagnement de l'exécutif, sans quand même l'accompagnement de nos forces publiques pour en tout cas arriver à avoir les éléments comme il le faut. Donc de ce fait-là, c'est tout à fait normal que le gouvernement dénonce cet état de fait parce que c'est un rapport qui n'est pas juste, c'est un rapport qui ne reflète pas la réalité. D'ailleurs, et mieux, un rapport qui a une connotation politique qui veut incriminer les autorités, qui veut jeter des responsabilités sur les autorités, qui veut vraiment accuser nos forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit pour la conquête du territoire. Donc voilà où on est arrivé. Et vous avez suivi que vendredi passé, des gens sont allés au niveau de l'ambassade des États-Unis pour dénoncer la posture de l'État américain qui a fait un communiqué conjoint avec la Grande-Bretagne pour dire que le rapport que Human Rights Watch a produit doit aller à un niveau où vraiment il faut situer les responsabilités. Donc ce mouvement de la coordination des associations de veille citoyenne patriotique visait donc à dénoncer la posture adoptée par l'État américain. C'était un avertissement. Donc je pense que c'est ce qui est là aujourd'hui, mais le gouvernement doit aussi s'en prendre parce que on a souvent dit, quand il y a eu une situation quelque part, il faut aussi, même ne serait-ce qu'un communiqué, parler des éléments que vous avez à votre disposition, mais ça ne va amener d'autres structures ou des ONG à se tenir au communiqué qui a été produit. S'il y a eu une telle situation, une attaque, ben voilà les éléments que nous avons, mais personne d'autre ne peut aller au-delà de ce que vous avez donné comme information. Donc le gouvernement, au-delà du tout, doit s'en prendre. Donc quand on laisse un vide, il peut y avoir des interprétations. La nature a horreur du vide. On passe au deuxième sujet, on s'intéresse maintenant aux assises nationales. Le Front patriotique qui fait des propositions. Tout à fait. Dans une déclaration de son coordonnateur, Germain Bitiou Nama, cette déclaration fait effectivement cas des prochaines assises nationales. Parce que depuis le 26 avril, une proposition de loi qui était en débat au niveau de l'Assemblée législative de transition a donc été approuvée et adoptée, ce qui donne un quitus au gouvernement de choisir maintenant la date de la tenue
de ces assises. Ces assises sont importantes parce que ça va parler de la situation nationale, ça va aborder la transition en cours, ça fera le bilan de beaucoup de choses et bien entendu, ça va parler de la durée, la possibilité de prolonger la transition. De ce fait-là, le Front patriotique estime que c'est une décision qui vient à point nommé parce que ces déclarations précédentes, le Front patriotique a toujours demandé et réclamé la tenue donc des assises inclusives, des assises qui vont vraiment permettre d'aborder toutes les questions qui touchent à la vie donc notre nation. Et dans sa déclaration, le Front patriotique pose des préalables pour qu'il y ait des assises inclusives, des assises qui vont vraiment permettre en tout cas de décortiquer tout ce qu'il y a. Il faut vraiment qu'on lève il faut qu'on arrive à lever certaines mesures, comme l'interdiction des activités des partis politiques et puis des organisations de la société civile, parce qu'on ne peut pas envoyer des représentants à participer à une assise si on ne peut pas tenir des réunions, si on ne peut pas arriver à avoir le contact avec les militants, c'est difficile. Et le Front patriotique poursuit en disant qu'il faut travailler à libérer certains Burkinabés, civils comme militaires, arrêtés et gardés secrets. Ça aussi, c'est un préalable. Et bien d'autres choses. Avant même en résumé, oui, avant même la tenue donc, de ces assises. En résumé, le Front patriotique veut que si on est d'accord que ces assises nationales doivent être inclusives, il faut travailler à lever donc ces préalables-là. Il faut travailler en sorte que ceux qui seront représentés soient vraiment des représentatifs. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que le Conseil que les assises nationales tenues le 14 octobre en 2022, il y a eu un décalage en termes de représentativité au niveau donc de ces assises. On a eu 354 participants et l'armée a été majoritairement représentée, ce qui n'est pas normal pour le Front patriotique parce que dans notre société, il n'y a aucun critère qui permet que l'armée soit beaucoup plus représentée lors donc d'une telle assise, plus que l'ensemble, toutes les autres couches sociales donc de notre société. Donc ça a été relevé comme des éléments qui ne suivent pas. L'autre chose, c'est faire en sorte que ce soit les autorités coutumières et religieuses, qu'il y ait une bonne représentation au niveau des partis politiques, au niveau des syndicats, au niveau des OSC, bien reconnus. En tout cas, il a beaucoup insisté sur la représentativité des représentants, des participants lors donc de ces assises. Et ça doit se tenir. Le gouvernement a l'obligation, depuis donc l'adoption de cette proposition de loi, le gouvernement a l'obligation de tenir ces assises-là à un mois de la fin de la transition. Okay. Et quand on sait que c'est le 1er juillet, donc on doit faire en sorte que ces assises se tiennent, en tout cas, à au moins un mois. Voilà. D'ici maximum le 1er juin. Maximum le 1er juin. Donc ça montre à quel point ça urge et les gens commencent à donner la voix. Je crois même qu'il y a beaucoup de soutien, d'associations de soutien à la transition qui ont même annoncé un meeting le 11 mai. Tout cela, ça participe à l'animation des débats. Et je pense que après avoir fait un rappel des faits et après avoir donné sa lecture, ces propositions faites par le Front patriotique participent bien entendu à l'animation des débats. Et c'est vraiment au gouvernement de pouvoir donc de choisir la date. Alors, on parle d'autres sujets, on parle maintenant de la dette intérieure. Tout à fait, la dette intérieure, il faut dire que la dette intérieure, quand on parle de ça, ça montre que des gens ont effectivement travaillé, ils ont exécuté des marchés et ils ont soumis leurs factures au niveau donc du trésor qui attendent d'être enregistrés et qui attendent d'être positionnés, si ça peut être enregistré. Mais pour qu'on te positionne, il faut qu'il y ait des sous, il faut qu'il y ait de l'argent. Et quand on connaît donc notre situation économique actuelle, mais on peut comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est prioritaire, c'est au niveau donc de la sécurité. Tout ce qu'on gagne, en tout cas plus de la moitié part donc au niveau de ce secteur-là, pour qu'on puisse reconquérir la totalité de notre territoire. Donc c'est important. Ça montre que tout cela fait que c'est difficile pour l'État de pouvoir solder ce passif-là. On nous parle de plus de 200 milliards
comme dette intérieure, sinon 300. Le chef de l'État, lors de sa dernière interview, en a parlé qu'effectivement, pour que l'économie puisse tourner, il faut qu'on arrive à payer la dette intérieure. Il a même annoncé que ça allait commencer dès la semaine suivante, dès cette semaine. On allait donner vraiment des instructions pour que les choses commencent à bouger. C'est très important parce que si des entrepreneurs ont exécuté des marchés et que ces entrepreneurs ont soumis leurs factures au niveau donc du trésor et attendent d'être payés. Si ce n'est pas le cas, c'est difficile de payer les employés, c'est difficile de pouvoir soumissionner d'autres marchés, c'est difficile de pouvoir tenir. Et ça contribue à asphyxier l'économie et l'État va à un moment donné se trouver dans une situation difficile. Si l'économie ne tourne pas, les gens ne vont pas arriver à payer les impôts, les taxes. C'est difficile. C'est tellement une roue qui tourne. Oui, c'est une roue qui tourne. Et chacun doit faire son travail. Et je pense que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a compris. Certainement qu'au moment où nous parlons, des instructions sont déjà données. Peut-être que les jours, les semaines à venir, des gens pourront donc se frotter les mains. On espère. Parce que c'est ça, c'est aussi simple. Si Michael me doit et que moi je dois à Alphonse, il faut que Alphonse me... Si Michael me doit et que moi je dois à Alphonse, il faut que Michael me paye pour que je puisse payer Alphonse. Vous comprenez? Voilà, c'est une chaîne. C'est aussi simple. On parle sport maintenant, c'est peut-être plus simple là-bas. Oui, sport, on parle donc de la demi-finale de la Ligue des Champions. La rencontre d'hier a opposé le Paris Saint-Germain à Dortmund. Au match aller, Dortmund avait donc gagné ce match-là à domicile par 1-0. Et comme pour confirmer sa suprématie, cette équipe allemande est allée au Parc des Princes à Paris et a battu le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé 1-0. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un match que Paris méritait de gagner. Paris méritait de gagner parce que 4 fois à taper le poteau, ça montre que Paris pouvait scorer et remettre vraiment, et même marquer encore. Nous avons tous suivi que c'était vraiment un match palpitant. C'était un beau jeu, mais malheureusement, les dieux du foot n'étaient pas du côté donc, du Paris Saint-Germain. Et je crois même que le président du PSG l'a même dit, qu'en tout cas le football est injuste, quand on fait 4 fois le poteau et qu'on ne marque pas, et à l'aller, ils ont fait frapper 2 fois le poteau, et cette fois-ci 4 fois. Vous voyez donc que comment le foot est difficile à comprendre. L'un dans l'autre, le Paris Saint-Germain sort donc triste comme cette image de Kylian Mbappé, sur qui beaucoup comptaient, sur qui le PSG comptait. Malheureusement, Kylian Mbappé a essayé, mais la chance n'était pas vraiment du côté du Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on peut retenir, que c'est Dortmund qui passe vraiment haut la main. Il faut aussi dire que Dortmund est vraiment en forme. Une équipe qui est très forte au niveau de sa défense, qui est aussi très forte au niveau des contre-attaques. Je pense que c'est ce qui a payé. On parle maintenant actualité. Oui, mais peut-être pour terminer, je fais le lien avec la rencontre de ce soir. Parce que ce soir, c'est la dernière rencontre de ces demi-finales. C'est le Bayern Munich qui se déplace donc au stade Santiago Bernabéu, c'est au Real de Madrid, pour rencontrer donc cette équipe de Carlo Ancelotti. C'est une rencontre très intéressante parce que à l'aller au stade de l'Allianz Arena au Bayern, la rencontre était soldée par 2 buts partout entre les deux équipes. Ça montre que rien n'a encore gagné d'avance. Si le Real Madrid peut marquer 2 buts au Bayern Munich, ça montre que l'autre équipe aussi peut faire pareil. Donc, une rencontre. Mais quand on joue ce soir, comme le Real Madrid. Paris Saint-Germain a joué donc au Parc des Princes dans ses propres installations, mais vous avez vu le résultat, c'était 1-0. Les deux équipes se connaissent très bien. Et moi, comme certains commencent à le dire, la finale risque d'être 100% allemand. Dortmund-Bayern, c'est possible. Mais en attendant,
c'est le classement qui sera donc proposé par les deux équipes qui va permettre aux observateurs de pouvoir donner une lecture du jeu, la possibilité, les chances. C'est ce soir donc au stade Santiago Bernabéu, au Real de Madrid. D'accord, on attendra de voir. Et je vous rappelle, si c'est important, que Alphonse est barcelonais à vie. Alors, on passe maintenant à l'actualité au Togo. La 5e République est actée. Oui, la 5e République est actée parce que les députés ont adopté le 19 avril dernier cette révision constitutionnelle, même si elle a fait des polémiques. Même la conférence épiscopale avait intimidé le chef de l'État, Faure Simbe, n'est pas promulgué cette révision constitutionnelle. Malgré tout, le chef de l'État a promulgué donc la loi, ce qui veut dire que c'est désormais acté. Et qu'est-ce que cela apporte? Il faut dire que cette modification, cette révision constitutionnelle permet de passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Désormais, ce sont les députés qui vont donc désigner le président du Togo. Un président qui aura des pouvoirs limités, c'est-à-dire que c'est un titre honorifique. Il se contentera de recevoir des audiences, il se contentera en tout cas du minimum. Mais la lourde tâche, celui qui aura les mains libre pour gouverner, pour parler même de la gouvernance du pays, c'est le président du Conseil des ministres. Le président du Conseil des ministres qui a donc cette possibilité de faire d'être élu 2 fois. Il faut dire que c'est ce poste-là qui est guetté par le président Faure Simbe. Ça veut dire que le président du Togo, il va devoir désigner un président qui pour un titre honorifique. Et celui qui va être le président du Conseil des ministres, un poste guetté par Faure Simbe, c'est lui qui aura vraiment la lourde tâche de parler vraiment la gouvernance même du pays. C'est lui qui sera responsable devant les députés, c'est lui qui va avoir toutes les manettes du pouvoir, de faire bouger les lignes. Donc c'est ce qui change, c'est un jeu, puisque quand on sait que Faure était peut-être à son dernier mandat, donc il a su jouer avec cette révision-là pour se requinquer, pour en tout cas devenir, avoir une visibilité politique, pour faire 1 ou 2 mandats de plus. Donc voilà ce qui change, chose que l'opposition rejette, mais les dernières élections législatives, le parti de Faure Simbe, l'UNIR, a gagné 108 députés sur 113 députés. Donc l'opposition a juste eu 5 députés. Et parmi ces 5 députés, il y a l'opposant historique Jean-Pierre Fabre qui a aussi été élu. Donc c'est ce qui est là comme la situation. On termine par cette visite du nouveau président sénégalais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli hier à Abidjan, à l'aéroport par le vice-président. Mélite Mamadou Koné. Il faut dire que après cet accueil, il a été conduit à la présidence où il a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État, le président de la République Alassane Dramane Ouattara, que vous voyez donc en image. Le président Bassirou Diomaye Faye, après l'audience, s'est exprimé. Il a félicité le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara, pour le leadership qu'il incarne. Il a même ajouté qu'il est dans le sillage du président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Donc c'était vraiment des félicitations. Et c'était comme une nouvelle, la vie de la nouvelle génération à l'ancienne génération. Quand on voit les deux images, Alassane Dramane qui tient le chef de l'État sénégalais qui essaie de le tapoter, ça montre que c'est un accueil chaleureux. Il aura ce qu'il va laisser à cette nouvelle génération. Donc c'est comme une visite pour prendre conseil auprès donc des douaniers. Même si un chef d'État est un chef d'État, je pense que ça a été fraternel entre les deux chefs d'État. Et il a promis Alassane, ou du moins il a invité le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara à faire aussi une visite d'amitié au Sénégal. Ok.
Il pourrait être attendu aussi peut-être à Ouagadougou. Oui, Voilà. il a une tournée africaine. Bien entendu, il va effectuer des visites dans d'autres pays dans les semaines à venir. Même si avec ces images, les gens, ça fait débat, parce que les gens attendaient un candidat de Sonko beaucoup plus panafricaniste, qui allait vraiment créer la rupture comme on voit aujourd'hui au niveau de l'AES, qui allait beaucoup plus s'afficher du côté des présidents des pays de l'AES, plutôt que... Commencer à visiter le Mali, le Niger, le Burkina. Vous voyez, donc des gens vont jusqu'à dire qu'il risque de trahir la lutte. La lutte qui est d'opérer une rupture nette, la nouvelle génération avec la jeune génération. Vous savez que entre les États, il y a ce qu'on connaît, il y a ce que l'opinion peut donner comme analyse, mais c'est quand vous êtes aux affaires que vous commencez à découvrir certaines réalités, certaines choses. Je pense que peut-être qu'avec avec le temps, on pourra le juger beaucoup plus mieux. Merci bien, Alphonse, pour ces analyses. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Nous recevons aujourd'hui donc Monsieur Assamadou Guiré. Il est le secrétaire général national de l'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina Faso. Bonjour Monsieur Guiré. Bonjour Madame Nikima et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision des masses populaires, la télévision Savane TV. Merci beaucoup à vous, Monsieur Guiré. Et je rappelle que l'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina Faso est membre de la coordination générale de veille citoyenne. Et c'est cette coordination qui organise un meeting le 11 mai prochain. On en parlera tout à l'heure. Mais avant, dites un mot quand même sur votre alliance. Alors, l'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina, comme son nom l'indique, est une organisation qui regroupe à son sein plusieurs associations de la société civile burkinabé, avec des leaders connus plus ou moins sur la scène nationale et internationale pour leur engagement aux côtés donc, des autorités de la transition. Et comme son nom l'indique, c'est dans une logique donc, de promotion de la souveraineté ou aussi de la citoyenneté. Parce que vous savez que la citoyenneté n'a de sens que si elle est active. Si elle est inactive, elle n'est pas que inactive, elle est inutile. Et aujourd'hui, nous estimons que pour mettre en activité notre citoyenneté, il s'agit donc, il est important pour chaque Burkinabé, il est important pour chaque citoyen de s'organiser et aussi de se mettre ensemble et mener des actions concrètes allant dans le sens donc, du développement économique et social du pays, allant aussi dans le sens donc, de la reconquête de notre territoire national. Donc l'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina a pour objectif principal faire la promotion donc, de la souveraineté nationale et aussi faire la promotion de la citoyenneté au niveau du Burkina et partout justement en Afrique. Parce que nous aussi notre combat a une autre dimension internationale, une dimension panafricaine. Et donc, cette alliance est membre de la coordination générale. Donc, c'est un peu les mêmes objectifs. Oui, tout à fait. La transition, souveraineté. Oui, tout à fait. Les organisations de masse, les organisations donc, qui accompagnent la dynamique de refondation du capitaine Ibrahim Traoré ont jugé nécessaire de se fédérer donc, les actions, de se fédérer les forces en mettant en place la coordination nationale de la veille citoyenne, ceux généralement qui occupent nos ronds-points. Qu'on appelle Waïyan. Les Waïyan, communément appelés Waïyan. Et donc, la coordination nationale regroupe donc l'ensemble de ces organisations-là. Et aussi, la coordination regroupe aussi des organisations professionnelles, des organisations aussi d'étudiants et aussi des organisations qui évoluent dans un certain nombre de domaines et qui apportent donc des solutions aux problèmes de développement de notre pays. Alors, pour parler de l'actualité, il y a eu cette manifestation il y a quelques jours devant l'ambassade des États-Unis suite au rapport donc, de l'ONG, on va dire, donc le rapport de Human Rights Watch concernant donc la situation au Burkina Faso, si vous voulez, donc des déclarations sur peut-être des... On ne va pas dire transgression, mais voilà, vous avez tenu à manifester contre ça. Alors, pourquoi? Vous savez, nous sommes dans un monde beaucoup plus mondialisé
où par la magie d'Internet, par la magie justement des antennes de télévision et de radio, nous avons accès à toutes les informations et nous avons aussi accès à certaines données. Et vous voyez qu'il y a eu des conflits, il y a eu des cas où des organisations comme Human Rights avaient justement contribué à accélérer le processus de déstabilisation de certains États. Nous voulons parler naturellement de la Libye, où dans certains rapports de Human Rights, il est dit clairement que Kadhafi justement était dans une posture où il massacrait ses populations, et c'est ce qui a justifié l'intervention de l'OTAN au niveau de la Libye. Et à la suite, nous nous sommes retrouvés avec l'assassinat de Kadhafi, et aujourd'hui vous voyez tout ce qui se passe au niveau donc du Sahel, la résultante et la conséquence de ce qui s'est passé donc en Libye en 2011. Et au-delà de ça également, vous avez vu en Irak et des organisations donc qui évoluent, ou du moins qui pensent, qui prétendent défendre les droits humains, avaient naturellement accusé les autorités irakiennes. Et à la suite, nous avons vu comment l'Irak a été bombardé. Et aussi, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Israël avec les bombardements du Hamas, les bombardements donc de certains Palestiniens. Et nous estimons que nous n'avons pas la rigueur avec laquelle ces organisations condamnent, ou du moins se prononcent sur les cas justement de violence au niveau du Burkina et même partout en Afrique. C'est pas même avec la même rigueur que ces organisations-là condamnent, ou du moins se prononcent sur les cas de situation donc au niveau de la Palestine. Donc nous estimons que il y a une sorte de deux poids, deux mesures. Et aussi nous estimons que les organisations, ou du moins les juridictions internationales, ont toujours été instrumentalisées par certaines puissances. Et en partant justement de ces faits-là, nous estimons que le rapport de Human Rights a un objectif clair. Le rapport de Human Rights a une intention, une ambition politique, géopolitique et géostratégique. Et c'est celle, naturellement, d'intimider notre peuple à travers donc, les juridictions internationales, parce que vous avez vu que des organisations même ont saisi la Cour pénale internationale pour intervenir donc, au niveau du Burkina Faso. Et nous estimons que c'est des attitudes qui, naturellement, dans les jours à venir, vous verrez que vont essayer de freiner l'élan révolutionnaire du peuple burkinabé. Et nous, en tant que citoyens, en tant que membres de la société civile, notre rôle, c'est de l'ingénierie sociale. Notre rôle, naturellement, c'est nous se prononcer sur tout ce qui est en rapport avec la situation nationale, raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés le samedi dernier devant l'ambassade des États-Unis pour protester, dire que nous dire qu'il n'est plus question donc d'instrumentaliser les juridictions internationales, il n'est plus question d'intimider notre peuple. Et aussi nous disons que en matière de droits humains, les États-Unis n'ont pas de droit à donner à qui que ce soit au regard donc de ce que ils ont fait dans l'histoire, ce qu'ils ont fait en Israël, ce qu'ils ont fait donc en Libye, et aussi ce qu'ils ont fait en Moyen-Orient de façon globale. Donc pour vous, il faut déjà même contrer, il faut déjà protester pour que ces rapports de ces organisations de défense des droits humains ne vont pas plus loin. Quand on parle souvent donc d'exactions des forces de défense et de sécurité burkinabé ou de massacres et autres, pour vous, il faut tout de suite alerter, prévenir pour que ça ne va pas donc dans la déstabilisation carrément du pays. Oui, tout à fait, comme je le dis. Sur place, qu'est-ce que vous avez fait? Quel est le message? Est-ce que vous avez eu à remettre un message aux autorités de l'ambassade? Oui, tout à fait, comme je le disais, notre rôle, nous sommes donc dans l'ingénierie sociale. Nous estimons qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la société civile a une part du pouvoir d'État, parce qu'avant, le pouvoir était concentré dans la main de l'élite, et aujourd'hui, le pouvoir est partagé, la société civile a une part de pouvoir. Et nous, aujourd'hui, nous estimons que nous représentons le peuple. Et ce n'est pas une prétention, mais nous estimons que nous sommes organisés en tant qu'entité du peuple, et nous parlons au nom du peuple. Et nous estimons qu'en tant que représentants, en tant qu'organisation de la société civile authentique du peuple, il est de notre devoir de dire aux États-Unis qu'il n'est pas question d'intimider notre peuple, il n'est pas question donc d'instrumentaliser les juridictions internationales. Et ce que nous avons fait naturellement le jour de la manifestation, il s'agissait d'exprimer notre mécontentement d'abord,
et aussi adresser un message aux autorités, à la représentation diplomatique des États-Unis au niveau du Burkina Faso. Et nous avons produit une lettre de protestation. Nous avons remis donc cette lettre aux autorités, aux autorités américaines au niveau du Burkina Faso. Nous avons aussi convié la presse nationale et internationale et pour dire ce que nous pensons réellement de la situation, de la lecture de Human Rights et aussi du communiqué conjoint des États-Unis et du Royaume-Uni et dire que nous sommes plus que jamais mobilisés derrière la dynamique de refondation de notre pays et que aucune puissance ne peut freiner donc l'élan révolutionnaire de ce peuple-là. Parlons maintenant donc des assises nationales ou des probables assises nationales, si vous voulez. En tout cas, les députés veulent donc les assises nationales, souhaitent ces assises nationales-là, puisqu'il y a eu donc vote de ce projet de loi-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, nous estimons que on ne peut pas gouverner un pays sans un minimum de consensus. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir le 30 septembre et il a convoqué toutes les forces vives de la nation pour naturellement dire la gestion du pouvoir comment la gestion du pouvoir devait se passer. Et nous sommes allés aux assises en octobre et les assises, lors des assises, une charte avait été adoptée. Et dans l'adoption, dans la dite charte, il y avait un temps, il y avait un délai qui était accordé donc au président de la transition. Et dans la charte également, les forces vives de la nation ont décidé communément, unanimement, de choisir le capitaine Ibrahim Traoré pour diriger la transition. Et aussi avec les orientations claires, les objectifs clairs que la charte de la transition donnait. Et aussi, à l'issue donc des assises, nous avons eu plus ou moins des idées claires sur donc, les objectifs de la transition. Et nous sommes à quelques mois de la fin donc, de la période donnée au capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades pour la gestion du pouvoir d'État. Et nous estimons qu'il est normal qu'on reconvoque les forces vives de la nation, dire réellement ce qui s'est passé au cours donc, de ces 30 mois, et aussi revenir sur les acquis, parce que nous estimons qu'en 30 mois, ou du moins pendant la gestion du capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades, il y a eu beaucoup d'acquis, il y a eu beaucoup d'améliorations dans le processus de lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Et nous estimons que c'est un devoir d'État, c'est une responsabilité, c'est un engagement que le capitaine Ibrahim Traoré a pris devant toutes les forces vives de la nation. Et il est normal que nous puissions revenir à travers encore des assises, redéfinir certaines bases et aussi donner encore plus du temps au capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades pour la reconquête du territoire de façon globale. Mais ça, en principe, ce sont les assises nationales qui décident. Oui, vous le dites déjà. Nous le disons parce que, comme je le disais, nous sommes dans la société civile, nous exprimons ce que nous pensons. Et nous aussi, notre volonté aujourd'hui, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades, il n'est pas question de dire que nous allons retransmettre le pouvoir à un civil. Parce que il a fait ses preuves, actuellement les faits sont là, les chiffres sont là. Et en termes donc de montée en puissance de notre armée, aujourd'hui, nous faisons partie donc des armées les plus puissantes dans la sous-région. Et aussi, vous avez vu l'amélioration des conditions de vie, d'existence même de nos forces combattantes. Et aussi, vous avez vu du point de vue économique, toutes les réformes. Aussi, sur le plan donc de la souveraineté, vous avez vu comment nous sommes arrivés à mettre fin à certains accords qui maintenaient notre peuple dans l'esclavage. Et vous avez vu aussi la création donc de l'Alliance des États du Sahel. C'est l'ensemble donc de ces faits-là qui aujourd'hui nous convainc que le capitaine Ibrahim Traoré est la personne idéale qu'il fallait pour le Burkina Faso. Il n'est pas question de dire que nous allons repartir à une transition civile parce que aujourd'hui, le plus important pour les Burkinabés, ce n'est pas qui dirige. Le plus important pour le Burkinabé, c'est la bonne gouvernance. C'est de répondre aux aspirations profondes du peuple burkinabé. Et nous pensons que en allant aux assises, c'est pour revenir réorienter un certain nombre de choses. Sinon, sur la question donc, du choix du capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas de... Ça doit rester intact. Oui, il n'y a pas de débat sur la question parce que d'office, il est le président. Nous l'appelons président de la République, pas président de la transition, parce que pour nous, il incarne véritablement celui-là qui devait être
ou du moins celui-là qui est le chef de l'État, parce que c'est un homme d'État. Alors, Monsieur Guiré, et le Front Patriotique a fait une sortie, vous avez certainement lu dans la presse aujourd'hui, et qui quand même donne des propositions pour même ces assises nationales-là. Si la décision est d'inclure tout le monde, comme il a été donc le cas en octobre, donc si il est question d'inclure tout le monde, c'est que quand même on va donner un peu de liberté à ces OSC, un peu de liberté à ces partis politiques là pour que quand même ils puissent même se sentir bien pour s'organiser pour les assises. S'il est question aussi donc d'assises donc inclusives, il est important aussi de libérer certaines personnes aussi qui ont été arrêtées comme ça et qu'on ne sait vraiment pas, bon, il n'y a pas plus de lumière sur leur arrestation et tout. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ça? Est-ce que c'est pas important aussi quand même de pouvoir faire des gestes pour pouvoir, avant de tenir ces assises nationales? Alors, d'abord, vous revenez sur des appréciations pour apprécier la lecture du Front Patriotique. Nous estimons que c'est une lecture parcellaire et sélective. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que, en réalité, lorsque nous lisons la déclaration en profondeur, nous voyons qu'il y a une fixation qui est faite sur une catégorie de personnes. Et nous estimons que c'est de la bourgeoisie. Parce que on ne peut pas aujourd'hui, et d'abord on ne peut pas aujourd'hui dire que nous sommes à une situation où l'économie ne va pas. Pourtant, nous savons que nous sommes en guerre et les chiffres aujourd'hui, les chiffres nous démontrent que nous sommes dans une performance économique. En 2022, nous étions à 1,2% taux de croissance. En 2023, nous sommes passés à 4,4% et avec une projection pour 2024 de 6,4%. Et face à une telle situation, nous estimons que l'économie, malgré la situation difficile que nous traversons, l'économie se porte très bien. Attention quand même. Non, les difficultés que vivent ces entreprises-là aujourd'hui, c'est une réalité. Je veux parler même du panier de la ménagère, c'est difficile quand même. Nous le disons, vous savez... L'économie, c'est tout ça aussi. Oui, mais c'est difficile partout. C'est difficile. Vous êtes une journaliste, vous savez ce qui se passe en France, vous savez également ce qui se passe aux États-Unis. Et lorsque vous prenez dans la sous-région, vous voyez comment est-ce que la vie est difficile. Chère la vie est extrêmement chère partout. Elle devient plus chère aussi quand même au Burkina. Non, je vous en prie, vous prenez le taux d'inflation dans la sous-région et même en Afrique, vous verrez que nous n'occupons pas forcément la première place. Nous estimons aujourd'hui que nous traversons, nous sommes dans une situation complexe, nous sommes dans une situation particulière. Nous traversons une crise et au-delà de cela, il y a des réformes qui sont faites pour permettre à ce que nous puissions réindustrialiser notre pays parce que nous étions dans une situation où on importait presque tout. Et donc, nous estimons que, du point de vue économique, nous pensons que le pays est sur les rails de la bonne gouvernance économique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément également, on ne peut pas catégoriser des personnes qu'il faut inviter nécessairement au niveau donc, des assises nationales, tout en faisant une exclusion d'une catégorie de personnes. Parce que c'est sciemment fait. C'est sciemment fait. Pourquoi nous le disons? Parce que c'est de nous ramener en réalité à la même approche, à la même posture que le Burkinabé, ou du moins les gens avaient eu après l'insurrection populaire de 30 et 31 octobre 2014. On a regroupé une catégorie de l'élite politique, une catégorie de la bourgeoisie burkinabé pour choisir justement de comment devait se passer la gestion donc du pouvoir d'État en 2014. Et vous avez vu les conséquences, nous sommes passés, après une année de transition, à un pouvoir démocratiquement élu. Vous avez vu également comment ce pouvoir-là a géré ce pays et là où est-ce que ce pouvoir-là nous a amenés. Et c'est naturellement pour la raison pour laquelle que le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades ont pris les armes pour exprimer leur mécontentement et aussi restaurer la dignité du peuple burkinabé. Donc pas question de rebeloter pour vous. Pas question de rebeloter et nous estimons que ils sont dans leur droit parce que c'est des Burkinabés, ils peuvent aussi s'exprimer sur la gestion. Ils ont bien dit propositions pour donc les assises nationales. Oui, c'est des propositions, mais nous estimons que ce sont des propositions non pertinentes, ce sont des propositions guidées avec des intérêts précis. Et nous ne rentrons pas naturellement dans ce cadre-là parce que nous estimons qu'aujourd'hui, les autorités burkinabées sont suffisamment dotées de bonne foi, sont suffisamment aussi dotées d'intelligence pour organiser les assises
en allant dans une posture d'inclusion. Parce que tous les Burkinabés, sans exception, toutes les couches de la société, toutes les forces vives de la nation seront conviées à ces assises à venir. Alors, parlons maintenant donc, de la date à venir, le 11 mai, parce que vous n'attendez pas forcément donc, les assises ou la date des assises pour tenir ce meeting-là. Et vous l'avez dit clairement, meeting de soutien à la transition donc, ou au pouvoir actuel. Pourquoi, en fait, décider encore de se réunir? Alors, vous savez que le Norbert Zongo qui nous enseignait en substance que la vie, ou du moins le combat doit se faire de façon perpétuelle. Chaque jour que Dieu fait, chacun de nous mène son combat. Et la lutte pour la libération des peuples est une lutte de longue haleine. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut être toujours aux aguets. Il faut toujours se mobiliser. Et Sankara aussi nous l'enseigne. Il faut se mobiliser, il faut convaincre. Les réactionnaires, il faut toujours avoir des attitudes pour convaincre toujours les réactionnaires à rejoindre le rang de la lutte. Et nous, ça fait la énième manifestation donc, de toutes les organisations de la veille citoyenne. C'est encore une fois de plus réitérer notre engagement aux côtés donc, de la transition, aux côtés des autorités de la transition. Et aussi appeler toutes les forces vives de la nation, appeler tous les Burkinabés à se remobiliser. Parce que vous voyez que nos ennemis ne dorment pas. Vous avez vu le rapport de Human Rights et la déclaration aussi des États-Unis et des Royaumes-Unis. C'est en quelque sorte quelque chose qui se prépare. Donc, nous aussi, nous devons aussi nous mobiliser, nous devons nous organiser. Et nos organisations s'organisent pour anticiper aussi des velléités de déstabilisation de notre pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément également, en tant que camarade parmi nous, il est aussi important de se retrouver et aussi de se parler et aussi de se dire un certain nombre de choses pour se redonner la force, parce que ce sont toutes les 13 régions qui seront mobilisées pour ce meeting, et ce sont des camarades qui seront au rendez-vous, et nous aurons l'occasion justement de discuter encore avec ces camarades, communier encore avec ces camarades pour les luttes à venir. Et je vous prends au mot, vous avez dit tout de suite le énième rassemblement ou encore la énième mobilisation. Alors, est-ce que ça ne fait pas trop, vous, de la veille citoyenne, ou vous, les pro-transition, vous faites assez de sorties, assez de regroupements, assez de meetings? Est-ce que ce n'est pas trop finalement? Moi, je pense que c'est très peu. Ah oui? C'est très peu parce Vu ce qu'on voit là? Oui, mais je vous dis que c'est très peu. Pour la bonne et simple raison que lorsque vous regardez l'immensité du combat, l'immensité de ce qui nous attend comme défi, je vous assure que ce que nous faisons est très peu. Parce que le Burkina Faso est confronté à pas mal de défis. Du point de vue économique, nous avons abordé la question économique. Si vous partez également sur la question foncière, vous verrez qu'il y a tellement de soucis. Mais là, vous sortez pour soutenir la transition, soutenir les autorités. Oui, mais pour soutenir la transition, parce que du point de vue économique, il y a des réformes. Il y a eu combien d'usines en moins d'une année que le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades ont implantées dans notre pays? Il y a eu combien de réformes? Vous avez vu? Aujourd'hui, nous avons notre raffinerie d'or. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous avons l'APEC, nous avons des usines de tomates qui sont en production. Vous avez vu tout récemment avec les tracteurs qui sont arrivés pour nos paysans. Au-delà de ça, vous avez vu comment, au niveau sanitaire, il y a des prix de certaines prestations qui ont été réduites. Mais je vous assure que c'est l'ensemble donc de ces réformes, c'est l'ensemble de ces décisions qui, nous, aujourd'hui, nous convainc qu'il ne faut pas s'asseoir. Il faut se mobiliser chaque jour que Dieu fait. Chaque jour pour lui dire que vous êtes là. Oui, chaque jour que Dieu fait, il faut se mobiliser, il faut s'organiser. Parce qu'en réalité, dans une telle lutte, dès que vous baissez la garde, je vous assure que vous vous ferez fracasser le crâne. Parce que Sankara est un exemple palpable. Lumumba est un exemple palpable. Et même dans la sous-région, lorsque vous prenez un président comme le président Laurent Gbagbo, c'est un cas palpable. Mais on ne baisse jamais la garde dans la lutte pour la reconquête de la souveraineté et dans la lutte pour la libération des peuples. En Chine, je vous assure que le Parti communiste chinois a été créé en 1921. Mais la révolution chinoise a abouti en 1949. Ça veut dire que ça a pris du temps.
Mais c'était des organisations, c'était des rencontres. Vous prenez la révolution bolchevique, la révolution en Russie. Dans tous les pays où il y a eu des changements radicaux, dans tous les pays où il y a eu de révolution, je vous assure que les révolutionnaires n'ont jamais baissé la garde. Et nous estimons que nous ne devons pas baisser la garde jusqu'à ce qu'on libère totalement notre pays. Il y a beaucoup d'accords aujourd'hui qu'il faut encore dénoncer. Il y a beaucoup d'attitudes encore qu'il faut encore dénoncer. Vous avez vu aujourd'hui, au niveau donc du monde scolaire et universitaire, regardez le niveau dans lequel nous sommes. Nous sommes toujours dans une situation très peu enviable. Et nous estimons que c'est des réformes, c'est des actions, c'est des initiatives qu'il faut pour permettre à ce que véritablement notre pays soit sur la bonne voie pour le développement économique et social. Et nous, notre objectif aussi, c'est la construction de la superpuissance burkinabé. Vous avez vu les drones, vous avez vu également les armes que nous avons acquis. En réalité, c'est pour nous construire. Nous voulons être une puissance dans la sous-région, nous voulons être une puissance dans le monde. Monsieur Guiré, on revient sur l'organisation pratique du 11 mai. Donc, c'est un meeting, je crois. Oui, c'est un meeting. Comment ça va se passer en termes de mobilisation? Qu'est-ce que vous attendez et tout? Nous attendons plus de 30 000 personnes. Et à l'occasion donc de ce meeting, nous aurons l'opportunité d'adresser un message aux forces de défense et de sécurité, aux autorités actuelles et aussi à toute la nation. Et nous allons convier toute la presse nationale et internationale à ce rendez-vous. Nous allons aussi discuter entre camarades et aussi chercher à collecter des fonds pour soutenir donc l'effort de paix en cours au Burkina Faso. Et vous l'avez dit, il y a une mobilisation partout dans les 13 régions. Comment ça va se passer? Est-ce que tout le monde converge vers là ou c'est décentralisé, si on veut? Non, parce que je pense qu'après ce meeting, les régions aussi auront l'opportunité d'organiser des grands meetings de soutien. Mais pour ce meeting-là, les camarades viendront à Ouagadougou pour qu'on puisse ensemble adresser ou du moins manifester notre soutien aux camarades capitaine Ibrahim Traoré et aussi ses camarades. Et ça se passe le 11 mai, où ça? C'est le 11 mai au stade municipal Joseph Konombo de Ouagadougou, à partir donc de 8h. À 8h déjà, tout le monde doit être présent au niveau donc du stade. Et je vous assure qu'il y aura de grosses surprises. Il y aura de grosses surprises et aussi il y aura beaucoup de grandes propositions, de grandes décisions venant donc des soutiens de la transition. Et qui est-ce que en fait vous avez convié à ce meeting? Nous avons convié presque toute la population. Toute la population, sans exception. Il y a des gens. Vous parlez de surprise, il y a des invités peut-être. Oui, il y a des invités. Nous avons adressé des correspondances aux organisations de masse, aux organisations professionnelles, aux syndicats. Nous avons invité presque toutes les couches de la société et puis la plupart des leaders, que ce soit des anciens dirigeants, des anciennes autorités. Nous avons convié pas mal de personnes à être au rendez-vous parce que nous voulons aussi, nous ne sommes pas dans une posture d'exclusion parce que nous estimons que notre rôle, c'est de convaincre ceux-là qui n'ont pas encore compris la dynamique actuelle, qu'il est temps pour nous de vivre la révolution et de refonder notre pays. Maintenant, pour rester toujours sur le meeting, le 11 mai, comme vous l'avez dit, quel sera le message phare que, au sortir de ce meeting-là, chacun va retenir? Le message phare, c'est la solidarité nationale. Et la solidarité nationale implique la solidarité autour de la dynamique actuelle, la dynamique de refondation de notre pays. Parce que nous estimons que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre à la fois des groupes armés terroristes, mais aussi nous sommes en guerre contre une coalition d'États qui veulent nous maintenir dans une situation d'esclavage. Parce que le monde est fait ainsi. Dès lors que vous ne vous responsabilisez pas,
si vous êtes faible, c'est les forts qui vont vous réduire en néant. Donc nous estimons que le message fort, c'est la solidarité nationale, c'est la solidarité autour donc de la dynamique de refondation de notre pays, et aussi c'est de dire que nous réitérons notre engagement auprès du capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades. C'est de dire qu'au soir des assises nationales, il doit rester le président. Oui, nous estimons ça. Nous ne faisons pas ce débat parce que nous savons d'office que le capitaine Ibrahim Traoré, au soir des assises, sera le président et il est d'office le président. Et ce que nous voulons, c'est proposer encore, donner encore plus de délai et même ne pas donner de délai. Hein. C'est pour nous, le capitaine Ibrahim Traoré peut gérer comme ça, sans délai, jusqu'à ce qu'on libère totalement le pays avant de parler décider de comment si organiser on fait les élections ou pas. Voilà, parce que les élections aujourd'hui ne sont pas une priorité pour le Burkinabé. Aujourd'hui, vous savez que nous avons des problèmes d'électricité. Ceux qui subissent ce problème d'électricité, si vous leur posez la question à savoir s'ils préfèrent l'électricité aux élections, ils vous diront qu'en réalité, ils préfèrent l'électricité. Parce que ça permet de vivre, de survivre, ça permet aussi de s'épanouir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, lorsque vous partez à Falangoutou, lorsque vous repartez dans la région de l'Est, vous partez au nord, la première priorité des Burkinabés, c'est la sécurité. Donc nous estimons que les Burkinabés ont tellement de priorités que l'organisation des élections. D'autant plus qu'en 2020, nous avons organisé des élections et en 2022, il y a eu un coup d'État. D'autant plus que depuis 1960, nous avons organisé plusieurs élections, mais ces élections-là nous ont apporté où? Au contraire, des gens ont payé des terroristes, des gens ont rationné des terroristes pour l'organisation des élections en 2020. Attention, M. Kiré, attention à ce que vous dites. Non, mais c'est le chef de l'État qui le dit. Alors, c'est le chef de l'État qui le dit. Moi, je crois beaucoup. Moi, je crois en ce que le chef de l'État dit parce qu'il ne dira jamais des contre-vérités au peuple burkinabé. Et c'est devant l'opinion nationale et internationale qui s'est adressé officiellement en disant qu'en 2020, des groupes armés ont reçu de l'argent avant l'organisation des élections. Et si ce n'était pas avéré, je vous assure que les anciennes autorités allaient sortir pour démentir. Mais jusque-là, c'est silence radio. Merci bien, M. Guiré. On me signale qu'on a épuisé notre temps. Donc, merci à vous d'être passé. On sera là. Je vais parler de la presse, de Savane Média aussi, pour notamment la couverture médiatique de votre activité. C'est le 11 mai, vous l'avez dit. Tout à fait. Donc, au stade municipal pour ce meeting de soutien à la transition. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Bonjour le Faso. Merci. On va s'arrêter ici pour l'entretien. Retour sur la rubrique à la découverte avant de nous quitter. Je rappelle que nous nous intéressons à l'histoire du Kokodonda aujourd'hui. Donc, Kokodonda Métine Burkina Faso. Et nous sommes allés à la rencontre d'une famille qui produit et qui commercialise le Kokodonda. C'est la famille Cissé. Donc, messieurs, madame et les enfants sont donc dans l'entreprise familiale qui produit donc le Kokodonda. Et c'est d'ailleurs dans leur boutique que Bazemse a vu donc le Kokodonda et a eu l'inspiration de travailler donc ce tissu. On va regarder, écouter donc les témoignages et on revient. C'est Madame Cissé, née Fofana Menata. Elle a tenti Kokodonda. J'ai commencé à faire des pains. En ce temps même, je n'étais pas encore mariée. J'étais avec ma grande sœur à Boubou. C'est là-bas que ma grande sœur faisait. Moi aussi, je faisais avec ma grande sœur un peu, jusqu'à ce que je suis mariée. C'était pas facile en tout cas. Je faisais ça. Et puis je porte, je tourne au marché. Gounguin, Padoua, tous les petits marchés là. Je tournais là-bas pour vendre un peu. Ça ne sort pas comme ça, mais je n'ai pas laissé. J'ai continué à faire un peu. Les gens payent, mais ce n'était pas comme ça. C'était les vieilles seulement. Les jeunes là, c'était les vieilles qui payaient ça un peu seulement. D'autres payent que c'est couverture, d'autres payent que je vais aller donner au village. Voilà. C'était comme ça. Comment vous avez rencontré Bazemse? Bazemse est venu au grand marché, parce que je suis au grand marché de Ouaga à Rodogo. Il est venu là-bas un jour. Moi-même, je n'étais pas là. C'était ma fille qui était là. Elle a pris 2 pagnes avec ma fille.
Et puis elle a laissé son carte. Que si sa maman vient, je n'ai qu'à l'appeler. Quand je suis venue aussi, ma fille m'a donné, et puis je l'ai appelé. Il est venu. Que bon, que comme et ça ne marche plus là. Lui veut faire que les gens là puissent rentrer dans ça, et puis ça va marcher un peu. Comme il n'y a pas de travail, les gens là sont là. J'ai dit, ok, comment tu vas faire? Que lui, il est couturier. Il a allé pour un chemise, venu me montrer. Et puis elle a pris encore, amené. Bon, un jour, il est venu, on n'a qu'à donner un nom. Elle est venue avec un journaliste. Mais à ce moment, vous l'appelez comment, le père là? On appelait Tcheti Barra, Soromangele, Galafani, Engli. Bon, il y avait le nom beaucoup. Le nom était beaucoup. Et puis il a dit qu'on n'a qu'à changer le nom. Que c'est le nom là. Tcheti Barra, Soromangele. Si on met le nom là, toujours, que ce sera la même chose, ça ne va pas prendre. Bon, le jour qu'on veut donner le nom, là, elle a amené un journaliste. Mais on a pris du temps pour avoir Kokodonda. Donc, on a cherché le nom. C'est moi-même qui dis que comme Bobo là, on vend ça beaucoup. Et puis c'est la rentrée de Kokodonda. Nos parents là sont assis là-bas. Donc on va donner le nom Kokodonda. Le nom est venu comme ça. Donc, en nous, tous on dit que bon, on va prendre le nom là, Kokodonda. Le nom est venu comme ça. Comme les Bazem s'est fait défler du monde, faire publicité, les gens ont commencé à venir un peu. Ils viennent avec leur portable, que je veux cette paille là. Qu'ils ont vu ça, que c'est un monsieur qui vend ça, ils ont fait que c'est Bazem. J'ai dit que c'est moi qui ai fait. Ça a commencé comme ça un peu. Et puis les gens là sont rentrés. Voilà. Puis c'est parti un peu. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent. J'ai des clients même au Mali, Abidjan. Bon, les gens, en tout cas, même ici, il y a d'autres couturiers même qui sont rentrés dedans. C'est pas Bazembo seulement qui fait ça. C'est ça même qui dit que lui veut. Comme ça, aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Nous-mêmes, on n'en parle plus. Il y a beaucoup de gens même qui ont pris le marché, même maintenant, nous laisser. Il y a beaucoup de gens qui vendent ça maintenant, partout. Sinon, à Bobo là, c'était tombé. Et même, ils avaient laissé. Depuis que Bazem s'est commencé ça, donc, c'est devenu, en tout cas aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui mentent dans ça. Dana, est-ce que vous avez appris que le paille Kokodonda a été labellisé? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette labellisation? En tout cas, moi-même j'étais là-bas. C'était une très bonne chose. Ce qu'ils ont fait, c'est ça qu'on voulait. Parce que quand Bazem s'est commencé ça, il y a des gens qui ont s'est levé, qui prennent aller fabriquer ça en Chine, à Méné. Donc, à cause de ça, pour nous, là, le marché était baissé. Si tu fais sortir un modèle aujourd'hui, 2 semaines, 1 mois, tu vas voir que Chine a amené. Donc, les gens voulaient comparer Chine avec pour nous, là, comme c'est même chose. Et pourtant, c'est pas même chose. C'est pas même chose. Bon, depuis qu'ils ont fait ça, en tout cas, nous, on est contents. On sait maintenant que les gens qui prennent pour aller faire au Chine, et aussi, ils vont diminuer. En tout cas, aujourd'hui, on a un problème des tissus. Plus de tissus là, c'est devenu compliqué, c'est cher. Teinture là aussi, ça aussi c'est devenu cher, tout est augmenté. Tout est augmenté. Donc, obligé, nous aussi on a augmenté un peu le prix. Sinon, on ne s'en sort pas.
Sébastien Bazembo, toujours, on va la saluer. Grâce à lui, que Koko Donda est devenu comme ça. Il y a beaucoup de gens même qui ne savaient pas que c'est Bazembo qui a fait, ou bien c'est Madame Cissé. Non, non. Les gens croient que c'est les gens du Bobo. Les gens du Bobo, eux-mêmes, ils ne savent pas. Le nom là, ça vient d'où? Et ils croient que c'est ce jeu seulement. Pourtant, ce n'est pas commencé là-bas, c'est commencé ici. C'est moi avec Bazembo. On a fait ça. Et puis c'est devenu aujourd'hui. En tout cas, grâce à lui, beaucoup de gens mangent sur ça aujourd'hui. Beaucoup de gens mangent sur ça aujourd'hui. Qui nourrit leur famille, tout. On voit tout. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. On s'arrête ici pour l'aventure de ce matin. Merci. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Demain, c'est jeudi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et que Dieu nous assiste en tout. Allez, kiss.